Steiner. Audi Actu. Audi Actu, au lendemain du 25 mars 2024, date du vote de la nouvelle constitution, il se dit être dans l'heure du cyclone. Son parti traverserait une zone de turbulence. Djeri Komandega Tama, président national du NET, président du groupe parlementaire NET PDP. Mais avant ce vote, il avait quand même affiché sa position. Mon parti voterait contre cette nouvelle constitution. Mais à la grande surprise, le jour, on avait seulement vu un autre résultat. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi les deux autres députés, en plus de lui, du NET, à l'Assemblée nationale, auraient quand même voté pour cette constitution? Que s'est-il réellement aussi passé au sein du groupe NET PDP? Parce que l'autre formation, le PDP, aurait quand même, à l'initiative de cette loi de révision constitutionnelle, et c'est la fin de l'amour entre le PDP et le NET. Madame, Monsieur, on va évoquer le sujet, on va revenir aussi sur le vote. Selon les infos, 50 députés seulement auraient voté le jour-là, avec beaucoup, on peut le dire, beaucoup de procurations. 40 millions de francs CFA auraient aussi circulé pour amadouer ceux qui ne voulaient pas voter, à accepter ce sacrifice entre griffes selon certains députés. Et le report des élections législatives et régionales, la tournée nationale d'écoute et d'information sur la nouvelle constitution qui a démarré hier, le NET se dit ne peut être associé à cette tournée parce que la démarche n'était pas parlementaire. Et, Madame, Monsieur, on va évoquer tout ce sujet et Djeri Tama est avec nous, Monsieur le Président national du NET. Rebonjour. Bonjour. Je pense que vous allez bien. Oui, je vais bien, je vais très bien, je vais même plutôt très bien. Parce que entre-temps, en vous écoutant, en vous suivant sur les réseaux sociaux, c'est comme si vous serez un homme tourmenté. Non, mais j'ai écouté votre introduction tout à l'heure, j'ai dit, mais vous parlez de qui? Non, on n'a jamais été dans l'heure du cyclone, on n'a jamais été tourmenté. À aucun moment on s'est senti que ce soit affaibli ou quoi que ce soit. Non, vous savez, dans la vie politique, dans la vie d'un parti politique, il y a des moments de tension, mais être tourmenté ou bien dans l'heure du cyclone, non. Pourquoi? Par qui? À cause de qui? Non, on n'a jamais été dans cette situation. Vous êtes serein? C'est pas une question de cela, nous sommes dynamiques, nous sommes en mouvement. Nous avons toujours été un parti très dynamique, toujours en mouvement. Parfois, on est à l'origine de certaines polémiques, mais on ne s'est jamais senti acculé. Ok, en tant que militaire, on vous comprend. Mais en principe, ce jour, vous devriez être en campagne électorale pour le double scrutin législatif régional du 20 avril, mais à la veille de la campagne, c'est-à-dire le 3, le gouvernement décide de reporter le scrutin à une date ultérieure. Comment, honnête, vous avez accueilli ce report? Stupeur et effroi. Parce que, vous savez, quelles que soient les ressources dont vous disposez, une campagne électorale est un moment spécifique dans la vie de tout politicien. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 32 préfectures sur les 39. Donc, nous avions tous ces candidats-là qui se préparaient à aller donc faire campagne, essayer de séduire les électeurs pour leur programme. Et nous avons appris comme ça, à la veille, que la campagne était reportée par un communiqué. Donc oui, on a été très surpris. Désagréablement, bien entendu. Mais bon, maintenant, après, si c'est pour la bonne cause, tant qu'à faire. Parce que pour certains, c'est la CENI qui a pris un décret pour annoncer cette date. Il ne revient pas au gouvernement par un simple communiqué de procéder à ce report. Non, faites la même lecture au niveau du La convocation du corps électoral se fait par le gouvernement sur proposition de la CENI. C'est vrai que ce qui aurait été idéal, c'est qu'on dise que c'est de nouveau la CENI par rapport à un certain nombre de paramètres qui propose au gouvernement. Et c'est vrai aussi qu'il aurait été plaisant que le gouvernement, comme il l'a fait, parce que c'est un décret qui abroge un autre, que ce ne soit pas un décret qu'on abroge le précédent et qu'on fixe au moment où on abroge dans le précédent une nouvelle date, ou bien alors qu'un décret abroge le précédent sans donner de nouvelles dates. Bon, maintenant, après, vous savez, sur le formalisme, il y a énormément de choses qu'on ne fait pas au Togo. C'est pas la première fois que sur plein de sujets, on est vraiment pas très respectueux de nos textes. Moi, je note qu'on a reporté les élections. On ne sait pas à quelle date ça va reprendre, mais on prend acte. Les préjudices, les dommages pour certains de l'opposition, c'est trop flagrant. Bon, pour nous, honnêtement, on n'a pas prévu commencer, vous savez, une campagne, c'est 2 semaines, c'est une course à fond. Pour nous, en tout cas,
pour ce que je sais de la plupart des candidats, on n'a pas prévu commencer dès le premier jour, donc dès le 4. Je pense que beaucoup de choses auraient eu lieu plutôt le week-end. Donc, ce qui fait que les dommages sont plutôt limités. Mais il n'en reste pas moins que, il y a des gens qui étaient déjà déplacés, qui avaient quitté, parfois Lomé pour aller à l'intérieur du pays. Il y a des réservations qui avaient été faites. Et c'est vrai que, c'est un peu gênant. Mais rien de vraiment rédhibitoire. Au niveau du net, pas grand préjudice. Non, le préjudice est plutôt contenu. Pour être honnête, le préjudice est contenu. Ok. L'une des raisons du gouvernement avancé pour le report de ces élections, c'est pour permettre à l'Assemblée nationale de mener de larges consultations autour de la nouvelle constitution que vous avez votée le 25 mars dernier. Mais directement, avant de revenir sur ce qui s'est passé réellement à l'Assemblée nationale de la nuit du 25 au 26, ces consultations ont démarré depuis hier pour prendre fin ce mardi. L'exercice vise à expliquer, écouter, recueillir aussi l'avis de la population, notamment la chaîne traditionnelle et les groupes organisés sur le test. Mais vous avez sorti un communiqué hier disant que vous ne serez pas associé à cette démarche. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a une procédure parlementaire qui est inclusive. En règle générale, quand vous avez une action de cette nature à faire, c'est d'abord soit les présidents de groupe parlementaire, parce que au fait, c'est eux qui sont dépositaires de l'autorité sur leurs députés. Donc, soit les présidents de groupe parlementaire, soit la conférence des présidents, soit parfois une commission ad hoc qui rassemble toujours les présidents de groupe parlementaire, pose le problème, font comprendre au groupe parlementaire le fond du problème, et analyse les voies et moyens pour le réaliser, et puis mettre en place la démarche. Et nous avons été, moi par exemple en tant que président du groupe parlementaire, j'ai eu un SMS le samedi à 21h me disant, écoutez, vous allez être contacté par un député chef d'équipe le dimanche. Un député m'a contacté le dimanche, j'ai vérifié, nos 3 députés du net avons été contactés par des députés, tous de la majorité, nous disant, écoutez, vous êtes dans des équipes qui vont aller sur le terrain. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va aller dire sur le terrain, quels sont les éléments de langage, on n'a aucun document. Et en plus, la plupart de nos députés sont déployés dans les zones qui ne sont pas dans leur circonscription électorale. Par exemple, moi, je suis déployé dans la région maritime. Et un de mes députés est déployé dans ma zone. Est-ce que c'est des arguments valables? Parce que c'est pour expliquer le texte, on peut vous balancer. Non, je vous explique la procédure. Donc, n'étant pas associé en amont, oui, ça c'est correct. Ayant dès le départ exprimé notre position par rapport au texte, vous imaginez si on va sur le terrain, il y a un député qui se lève pour dire, vous avez passé des éléments aujourd'hui. Nous sommes venus pour vous expliquer tout l'intérêt de la démarche que nous sommes en train d'avoir, et vous avez quelqu'un qui se lève pour dire non, en fait, nous sommes venus vous expliquer que c'est pas un texte qui est bien. Donc, pour ne pas créer d'amalgame, nous avons tout simplement pris le soin de signaler au bureau de l'Assemblée nationale que les démarches, la procédure qui est habituellement, qui a toujours, depuis 5 ans que nous sommes à l'Assemblée, qui a toujours été mise en place pour ce genre de mission n'ayant pas été respectées, que nous, on n'interdit pas, mais que nous nous associerons pas à la démarche, tout simplement. Donc, c'est pas, ça n'a pas empêché les gens d'aller sur le terrain, hier et aujourd'hui, de faire le travail, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que tout ce qui se fait n'engage que... engage les personnes qui sont sur le terrain. Et vous dites dans votre communiqué que la nouvelle constitution est impopulaire, inopportune et non indispensable à ce moment. Oui, c'est au fait dans la deuxième partie de notre communiqué, nous disons au-delà, parce que pourquoi est-ce que le texte est revenu en relecture? Il faut écouter, il faut lire très bien ce qui a été écrit. Sur le premier communiqué du gouvernement, il était dit toute chose étant perfectible, on demande à ce que lors de la relecture, on prenne langue avec les populations. Je le résume ainsi. Et le report des élections participait à la même logique, et demander le maximum de contributions. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de réunir les gens dans une salle pour prendre le pool des populations par rapport à ce texte. Aujourd'hui, quand vous écoutez... Mais nous, on croyait que cela devait faire en amont quand même. Non, je vais revenir. C'est qu'aujourd'hui, quand vous écoutez, partout où vous allez, les gens que vous rencontrez sur le terrain, tout le monde vous dit, écoutez, aujourd'hui,
nous n'avons pas besoin d'une nouvelle constitution. Nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de réussir au concours, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de trouver les soins de santé, ainsi de suite. On a énormément de problèmes sociaux. Ensuite, nous avons fait une révision constitutionnelle le 15 mai 2019. On ne l'a pas encore mise en application. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que quand vous interrogez de façon empirique l'ensemble des Togolais, ils vous disent, pour le moment, nous n'avons pas besoin de cette constitution. Donc nous disons, aujourd'hui, pour nous, au niveau du net, mais nous avons, on va revenir. Oui, c'est ça. Nous, au niveau du net, nous pensons que la meilleure chose qui peut arriver aux Togolais, pour sortir de ce climat anxiogène, actuellement, tout le monde est tendu. C'est de retirer tout simplement le texte, d'aller aux élections législatives et régionales. Et puis après, la prochaine assemblée, si elle pense qu'il y a toujours nécessité, là, en ce moment-là, on revient à ce que vous étiez en train de dire, faire des consultations en amont. Oui. Parce que les consultations doivent demander aux Togolais, est-ce que vous avez envie d'une nouvelle constitution? Est-ce que vous pensez que là où nous sommes, nous avons besoin de changer notre pacte social? Et si vous voulez qu'on change le pacte social, c'est sur quel type de régime? Régime parlementaire, c'est une présidentielle? Bon, ça c'est ce qui se passe en amont. Ensuite, donc, les gens, on écrit une proposition de constitution et on fait la deuxième étape, l'étape de sensibilisation. Oui. Voilà. Et pour finir, la dernière étape, c'est le référendum, tout simplement. Mais pour le moment, on n'est pas dans ce schéma, malheureusement. Est-ce que Djouri Tama a pu tenir ce langage devant ses collègues de l'Assemblée nationale? Vous savez, on fait une étude, un test quand il arrive à l'Assemblée nationale. Il y a il se passe en commission d'abord. Là, c'était, pour notre cas, c'est la commission de loi. Et je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous ressortir même d'ailleurs le rapport. Tout ce que j'ai dit actuellement, vous savez, vous me connaissez pour parler. Oui. Tout ce que je dis actuellement, je l'ai dit au niveau de l'Assemblée nationale lors des débats en commission. Maintenant, après, quand vous avez fait un débat en commission et que vous avez posé des questions et les gens tentaient de vous répondre, vous ne revenez plus en plénière pour poser les mêmes questions, sachant que dans le rapport, on fait ressortir ces questions-là. Donc c'est tout. Mais bon, je me suis jamais caché derrière quoi que ce soit. Je pense que aujourd'hui, on n'a pas besoin de cette constitution. Ok. Nous aussi, on a cru comprendre dans votre première sortie avant l'adoption de cette nouvelle constitution, ce que vous venez de dire. Mais on aurait aussi appris qu'actuellement, c'est comme si le ciel tombe sur vous. On a appris le même ciel que nous avons dessus de nous. Des démissions en cascade au sein de votre formation. Deux démissions pour un parti qui a aujourd'hui près de 15 à 20 000 militants. Honnêtement, si vous avez des démissions pour un parti qui a près de 15 à 20 000 militants, c'est à minimiser. Ce n'est pas minimisé, c'est pas un événement. C'est pas un événement. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater et se poser même des questions, c'est comment se fait-il que vous avez des gens qui quittent le parti et qui ont fait un tel boucan que, en fait, vous vous demandez s'il n'y a pas des dessins derrière. Parce que j'ai jamais vu, quand vous êtes dans un parti, vous voulez quitter le parti, vous quittez le parti. Vous n'appelez pas les autres militants pour leur demander de quitter le parti. Vous n'allez pas sur tous les réseaux sociaux pour expliquer ce que vous reprochez à votre parti alors que la veille vous étiez là. Vous ne pouvez pas, par exemple, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais nous avons une militante qui a quitté le parti. Tête de liste, hein? Ah non, pas tête de liste, il ne faut pas exagérer non plus. 5 jours avant, elle est partie avec sa tête de liste, déposer sa candidature à la CENI, c'est-à-dire qu'elle-même, de la date du dépôt de sa candidature jusqu'à cette démission, je l'ai jamais vu, je n'ai pas discuté avec elle, je n'ai pas eu de problème avec elle. Vous pouvez vous poser une question, comment est-ce que quelqu'un pose sa candidature, va déposer elle-même ses propres dossiers et 5 jours plus tard démissionne? Moi, j'ai reçu une lettre de démission. Dans la lettre de démission, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que c'est OK, je vous remercie pour le travail que j'ai fait avec vous, je m'en vais. Donc, du coup, oui, on peut se poser des questions sur le timing. On peut se poser des questions sur le timing. On peut se poser des questions sur les ambitions ou bien les desseins cachés de cette démission. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui démissionne d'un parti et qui appelle tous les autres militants pour leur dire, écoutez, quittez le parti. Et les autres l'ont suivi aussi? Heureusement que non. et c'est l'affaire, ou bien il y a encore d'autres remous parce que non, écoutez, c'est pour ça que je dis que dans beaucoup de partis, il y a des gens qui démissionnent sans jamais faire autant de bruit. C'est-à-dire que vous avez des démissions qui arrivent particulièrement au lendemain d'une situation qui s'est passée, et on se rend compte que quasiment c'était quasiment une agression.
Moi, je me suis réveillé le matin, je vois sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de journalistes sont repris. Oui, il y a telle personne du parti qui démissionne. Avec des propos très peu amènes, des accusations qui pouvaient même être gravissimes. Mais bon, maintenant, après, la politique, vous savez, un parti politique, c'est une association. Donc, on y rentre librement, on parle librement. Normalement, quand on ne s'y sent pas, on part, tout simplement, ou bien on va ailleurs. Mais on n'a pas besoin forcément de nuire à ses anciens amis. Quand on essaie de nuire à ses anciens amis, c'est qu'on a des dessins cachés quelque part. Donc, ces démissions ne font ni chaud ni froid quand même au niveau du net. Non, mais vous avez remarqué que dès le samedi qui a suivi, nous avons organisé une rencontre avec les candidats à travers le pays. Il y en a eu près de 235 candidats qui sont venus de travers du pays. On a fixé les éléments de langage, fixé les objectifs. Et il n'y a pas eu aujourd'hui une seule note discordante par rapport à cela. Ok. Revenons sur le vote de la nouvelle constitution dans la nuit du 25 au 26 mars dernier. Selon nos informations, 50 députés auraient seulement voté, mais vous avez reçu... Non, d'abord c'est faux. Il faut beaucoup de procurations. En fait, c'est que... En plus, les votes en plénière sont ouverts au public. Oui. Vous avez vu sur les médias les députés qui étaient là, moi j'étais dans la salle quand on a fait le décompte, il y avait autour de 70, 12, je ne sais plus quoi, mais il y avait autour de 70 députés. On n'a pas. C'est vrai que pour 91, si vous avez 70, même déjà, ça peut se poser la question. Mais on n'a pas. D'abord, vous n'avez, depuis que moi je suis là dans 5 ans, je n'ai jamais vu de vote qui s'est fait avec les 100% députés. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en voyage, il y a des gens qui sont en mission. Donc oui, mais on n'a pas 50, il ne faut pas exagérer. De toute façon, il y avait les images. Des procurations importantes. Oui, il y avait des procurations. On n'a jamais fait d'élection sans procuration. Vous savez, moi je ne suis pas là pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un, pour accuser faussement quelqu'un. Vous me connaissez depuis que je suis dans le public et en politique. La chose qu'on me reconnaît, c'est mon franc-parler. Et je ne vais pas aller dans le sens d'accusation sous le prétexte que je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait. Okay. Voilà. Il n'y a pas 50 députés, il y en avait plus. Mais que s'est-il réellement passé? Il s'est passé quoi? Il y a eu un vote et il y a des dépouillements, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est tout. En fait, ce que les gens doivent savoir, ce qui est le plus important, c'est pas 2 ou 3 députés, c'est la position du parti. Je vous ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui, le net a entre 25 et 30 000 adhérents. C'est la position du parti. Le parti dit, nous ne votons pas le texte. On va en faire un vote au bulletin secret. On fait un dépouillement, on a un contre, une abstention, et donc je suppose que être 89 pour. Moi, aujourd'hui, 89 pour. Oui, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, puisque on dit qu'on vote au bulletin secret. Moi, ce que je retiens, c'est d'abord la position du parti qui n'a pas changé depuis le début. Mais vous étiez 3 du parti net, mais si vous donnez consigne au parti net de ne plus voter contre, donc la seule voix contre, là, c'est votre voix seulement. Je ne veux pas rentrer dedans, Gildas. Dans tous les pays, dans toutes les démocraties, on a des consignes de vote qui sont régulièrement ignorées par les députés. C'est pour ça que l'article 52 dit le mandat impératif est nul. C'est vrai que sur le plan stratégique, moi, ça me gêne de ne pas avoir minimum 3 contre. Mais au même moment, si un député, dans le fond de sa pensée, décide de voter, un député du net, décide de voter pour, qui suis-je pour l'en empêcher? Si un autre député décide de voter abstention, qui suis-je pour l'en empêcher? Mais que vaut alors votre parole? Non, mais c'est pas une question de que vaut ma parole. Ce que je dis, c'est que dans des grands partis, dans le monde, vous avez des députés qui décident d'aller outre les consignes de leur parti. C'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc je vois pas pourquoi est-ce que j'irais complètement me m'originer pour une situation qui se passe partout. Aujourd'hui, est-ce que la position du parti a changé? Non. Depuis le début, le parti a dit, nous ne pensons pas que cette constitution soit adaptée, idoine, nécessaire. Nous l'avons dit avant même de rentrer dans le vote. Et le parti ne se réduit pas aux 3 députés qui ont voté. Maintenant, après, Dieu merci, le texte revient à l'Assemblée. Pour une seconde relecture. Qui va passer par le même structure. Mais après, donc, en ce moment, on verra exactement comment les choses. Vous êtes constaté quand même, vous et vos 2 précédents, vos 2 députés. Ils vous ont quand même rassuré. Maintenant, après vous savez, il y a quelque chose, il y a un piège dans lequel je ne veux pas rentrer. Parce que j'ai fait une émission où je disais, je peux le redire ici, que moi, mes députés m'ont dit qu'ils ont voté contre. Maintenant, ça c'est leur parole.
contre ce qui s'est passé. C'est pour ça ce que je vous ai dit. Mais au même moment, on a envoyé des scrutateurs qui étaient là au dépouillement, et personne ne peut remettre en cause le dépouillement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quel que soit ce qui soit passé, le plus important pour nous, c'est de prendre des dispositions pour éviter que ceci n'arrive. C'est tout. C'est de prendre des dispositions pour que cette situation ne se reproduise plus. Nous avons c'est peut-être la première fois que nous assistons à une révision constitutionnelle dans laquelle nous sommes opposés. Peut-être que nous aurions dû prendre des dispositions que nous n'avons pas prises, mais nous n'allons pas commencer à faire la chasse à la sorcière. Si les choses se sont mal passées, ce sont de nous qui n'avons pas pris les bonnes dispositions. Est-ce qu'au-delà de ça, ça veut dire que même le scrutin, bien le vote même à l'Assemblée nationale n'était pas transparent? Non, ceux qui aussi le c'est ce que je vous dis. Nous avons envoyé, les 3 groupes parlementaires ont envoyé des scrutateurs. Donc nous avons notre scrutateur. Le scrutateur ne nous a pas rendu compte d'irrégularité lors du scrutin. Nous étions là, on a vu le dépouillement, donc nous n'allons pas rentrer dans ça. Si les gens, parce que j'ai écouté plein de choses qui passent sur les réseaux sociaux, tant que notre scrutateur n'a pas fait de remontée, nous considérons que le dépouillement était correct et que le résultat tel qu'il a été donné correspond au vote qui a été fait. Ok. Mais vous faites groupe parlementaire avec une autre formation politique, le PDP, avec son seul député, le président Innocent Kakbara. Mais apparemment, il n'est pas dans la même vision que vous. Lui, il a même voté pour ce il fait partie des initiateurs même de ce. Est-ce la fin de votre lune de miel? Bon, d'abord, nous sommes en fin de législature. C'est vrai que si cette situation s'était passée en début de législature, on aurait eu beaucoup de mal. Parce que un groupe parlementaire, c'est quand même une unicité. Et là, nous sommes en fin de législature. Je pense que on n'a pas besoin de commencer à casser un groupe parlementaire alors que nous sommes quasiment arrivés au terme de nos choses. Mais si ça s'est passé en début de législature, oui, ça aurait posé un problème. Mais au même moment, je reviens sur l'affaire de mandat impératif. C'est-à-dire que nous avons 2 formations politiques différentes. Chaque formation politique a ses ambitions, sa projection, sa vision. Nous ne sommes pas dans une alliance électorale. Donc voilà, je respecte le choix de mon collègue. Il a fait son choix, j'ai fait mon choix. Aujourd'hui, nos 2 partis sont dans des positions diamétralement opposées. Et puis tout ça, il n'y a pas de souci. Ok, Monsieur Djeritama, aujourd'hui, beaucoup de Togolais pensent qu'il y a beaucoup d'écart entre ce que vous dites et ce que vous faites. On vous a vu au niveau de la coalition Arc-en-Ciel, CAP 2015 de la C14. Pour certains, cette transhumance politique entre griffes ne fait pas de vous un politicien constant dans vos propos, dans vos actes. Non, du tout. Vous savez, depuis 2012, pourquoi est-ce que nous avons quitté la coalition Arc-en-Ciel? Exactement pour le même motif que celui-là. C'est-à-dire, vous êtes un certain nombre de formations politiques. Si vous décidez de faire quelque chose, il faut prendre l'avis des autres. En 2012, nous venons de lancer le parti. Nous étions contre les manifestations parce que nous disions, nous ne sommes pas encore consolidés. Le groupe Arc-en-Ciel à l'époque a dit non. Tout le monde, on a dit non. On ne rentre pas dans un regroupement pour faire la volonté de quelques-uns. Soit la décision est prise à l'unanimité, mais si elle n'est pas prise à l'unanimité, on la rejette. Et ça a toujours été notre position. Quand nous avons fait CAP 2015, c'était pareil. On ne veut pas être des faire-valoir. C'est pour ça qu'en 2014, on a dit on quitte les regroupements politiques. Et on n'a plus fait de regroupement politique. Même quand on s'est mis dans le groupe des centristes, c'était pas un regroupement politique, c'était un regroupement de personnes qui avaient des idéaux. Mais en dehors de ça, rien ne nous contraignait. Depuis 2012, nous n'avons à aucun moment changé notre approche. Une approche qui respecte les institutions, qui est pacifiste et qui est aujourd'hui, qu'on le veut, pragmatique. C'est tout. Maintenant, après, c'est que les gens attendent quelque chose de nous qu'on ne fait pas. C'est quoi? Au fait, c'est que les gens veulent, par exemple, que si on doit être radical, il faut que nous soyons radicaux. On n'a jamais été radicaux. Les centristes ne sont pas radicaux. Il faut que, systématiquement, c'est comme aujourd'hui, on dit, mais est-ce que vous appelez les gens manifester? Nous, par exemple, arriver quand même. Voilà. Donc, nous avons une identité qu'on n'a pas changé une seule fois. Ah bon? On n'a à aucun moment depuis 2012, notre affaire de politique, autrement, on n'a jamais changé. Maintenant. Donc vous êtes constant. Nous sommes constants. Maintenant, c'est pour ça que nous avons quitté les regroupements, parce que nous considérons que les gens ne peuvent pas décider en notre nom. Quand vous voyez notre communiqué qu'on a fait hier,
nous disons, on ne peut pas décider en notre nom de prendre part à quelque chose auquel on ne nous a même pas consulté pour savoir quelle est notre opinion. Vous savez, par exemple, pour hier, on nous aurait demandé notre opinion, on aurait dit, la meilleure chose, c'est de demander à chaque député de retourner dans sa circonscription électorale. Parce que c'est là qu'il connaît les gens. C'est là les gens le connaissent. C'est là il parle la langue du coin. C'est là il sait quels sont ce qu'on appelle les groupes constitués, ou bien je ne sais pas comment on appelle, les groupes organisés. C'est là qu'il les connaît. Traditionnels. En fait, aujourd'hui, si on nous avait demandé notre avis, nous aurions dit non, ne faisons pas cette tournée de cette façon. Demandons aux députés de retourner chez eux, dans leur circonscription électorale, prendre langue avec les populations, pas forcément sous ce format. Parce que, pardon, quand vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas regrouper les chefs cantons qui sont parfois très frileux vis-à-vis des opposants et dire vous allez leur parler. Beaucoup ne vont pas venir. C'est pas ce que vous comprenez. Mais par contre, si vous êtes élu dans votre zone, ça veut dire que vous avez quand même des zones, vous avez vos militants à qui vous pouvez leur parler pour leur dire voilà ce qui se passe à l'Assemblée, qu'en pensez-vous? Donc voilà ce que nous disons. Tant qu'on ne nous associe pas et qu'on écoute nos observations, nous ne nous associons pas, nous n'empêchons pas, mais nous ne nous associons pas. Et ça, c'est un peu la constante du parti depuis 2012. Ok, vous êtes constant. Donc, cette nouvelle constitution bascule le Togo dans la 5e République. Et puis, nous passons du régime semi-présidentiel au régime parlementaire. Monsieur Djeri Taba, quels sont quand même les biens fondés de ce nouveau régime dans lequel nous amenez? Non, vous savez, il n'y a pas de régime politique parfait. Ça n'existe pas. C'est Churchill qui a dit la démocratie est le pire des régimes politiques, mais c'est le seul qu'on a. Vous savez, il n'y a pas de régime politique parfait. Vous prenez le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, vous avez des avantages et des inconvénients. Vous prenez le régime parlementaire, vous avez des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, on va vous dire que les avantages du régime parlementaire, c'est que, en fait, le pouvoir ne régit plus au niveau du président, d'un président qui est Parce que selon ce que vous dites que la nouvelle constitution se fonde notamment sur 3 piliers principaux. C'est pas nous, hein, c'est les initiatives. Non, vous faites partie de les initiateurs. La consolidation des bases d'une démocratie plus moderne et respectueuse de l'équilibre des pouvoirs, la préservation de la stabilité gouvernementale et l'adaptation d'une gouvernance plus efficace du Togo aux évolutions sociopolitiques. C'est quelques lignes de... Ça, c'est de la phraséologie, vous savez. Il y a beaucoup de pays africains qui évoluent avec notre système. Moi, ce qui me gêne, c'est de donner l'impression que les retards que le pays a à avoir au niveau du développement, au niveau, je parlais tout à l'heure des problèmes sociaux, ça donne l'impression que, au fait, ce régime-là viendra régler ces problèmes. Ce qui est faux. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays de la sous-région en Afrique qui utilisent le régime de type semi-présidentiel ou semi-parlementaire et qui se développent très bien. Vous savez, pour le moment, en Afrique, il n'y a que l'Éthiopie et les îles Maurice qui utilisent le régime parlementaire. Donc, aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est de donner aux gens l'impression que si nous adoptons le régime parlementaire, on va régler tous nos problèmes. Ça ne règle absolument aucun problème. Maintenant, on peut dire oui, le régime parlementaire fait qu'il n'y a plus un président omnipuissant, mais qu'on a un président du Conseil qui est issu de la majorité. Maintenant, c'est que si vous considérez que depuis 1994, la majorité a été détenue par le même parti, en fait, ça nous amène très loin. C'est-à-dire qu'en réalité, on rentre dans un système où il n'y a plus de limitation de mandat, où un seul parti peut rester au pouvoir pendant 130, 150 ans. Alors que quand vous prenez le régime présidentiel, aujourd'hui le Sénégal en est un modèle. Si le Sénégal était sur un régime parlementaire, aujourd'hui c'est pas monsieur Faye qui serait au pouvoir. Parce que le PASTEF est minoritaire même au niveau de l'Assemblée nationale. Donc pour moi, c'est que le régime présidentiel donne une dynamique qui va être entièrement fermée par le régime parlementaire. Mais au même moment, on peut aussi reconnaître que dans certains pays où la démocratie parlementaire est implantée depuis longtemps, où il y a énormément de partis qui ont de la puissance, le régime parlementaire peut être une source d'instabilité. Vous prenez aujourd'hui l'exemple de l'Italie, où parfois on fait des élections, 2 ou 3 élections par an. Vous prenez l'exemple de la Belgique, par exemple, où ils sont restés quasiment pendant 2 ans sans gouvernement parce que n'arrivant pas à établir une majorité parlementaire. Donc, le régime parlementaire peut parfois aussi être une source de grosse instabilité. C'est pour ça, quand je vous dis, on a fait de longs débats là-dessus. Donc, pour moi, c'est pas une question de régime, c'est une question de gouvernance. C'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, on donne l'impression que ce régime-là va venir régler un problème. Nous avons un gros problème d'impunité, de corruption dans notre pays. C'est pas le régime parlementaire qui viendra régler le problème. En quoi est-ce que le régime parlementaire changera quoi que ce soit?
Ça fait partie des questions que je pose. Oui, il y a des avantages au régime parlementaire, mais en quoi est-ce qu'ils viendront régler nos problèmes? Aujourd'hui, vous savez que quand nous avons fait la révision constitutionnelle en 2019, nous avions réglé 2 problèmes qui étaient les problèmes constitutionnels du mal togolais, à savoir les élections à 2 tours et la limitation du nombre de mandats. Ben, aujourd'hui, avec le régime parlementaire, en fait, tout ça vole en éclats. On n'a plus les élections. C'est ça qu'on se demande. Le 15 mai 2019, vous avez adopté quand même cette réforme-là. On ne l'a pas expérimenté dans la même mandature. Vous revenez encore. Donc est-ce que vous êtes conséquent envers vous-même au niveau de l'Assemblée nationale? Nous sommes d'accord. Nous sommes opposés à cette histoire. C'est nous-mêmes qui avons fait la chose le 15 mai. Et on est sorti, on a dit partout que c'est une bonne chose. Et les gens nous applaudissent. 3 ans après, on dit c'est les mêmes personnes. Hein. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes. Oui, c'est vous qui avons changé la chose, qui subitement nous voyons dit non, ce qu'on avait changé là, c'est pas bon. Non, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous disons, expérimentons la constitution du 15 mai, ne serait-ce que pendant 10, 15, 20 ans. Voyons les limites. Et si après ça, on se rend compte que oui, il y a de réelles limites, on peut éventuellement revenir à la constitution parlementaire. Mais pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas. C'est-à-dire que moi, je demande que les initiateurs me disent quel problème aujourd'hui nous avons. On a un problème de l'équité. Il faut leur poser la question. Vous êtes ensemble. Non, mais c'est déjà posé. Les populations se posent la même question. Non, j'ai déjà posé. C'est que maintenant, ce qu'il aurait fallu, c'est que depuis là, je veux voir les initiateurs de la loi qui viennent sur les médias comme je suis venu là. Parce que ce qui était marrant aussi, c'est qu'on avait appris, la présidente avait dit qu'il avait cette proposition, mais dans la foulée, quand vous venez sur nos médias, vous posez la question, vous nous disiez que bon, vous n'êtes au courant d'aucune proposition de loi, jusqu'à ce que ça n'explose devant tout le monde. Nous aussi, on a découvert ça comme vous. Un matin, on a dit, on a travaillé en commission, on est arrivé. Mais cette constitution suscite encore beaucoup de remous au sein de la population. Vous ne me direz pas le contraire. Ça a fait même repousser le scrutin législatif et régional prévu pour le 20. Mais au-delà de ça, on a encore des... Je vais dire une chose. Rapidement. Oui, mais c'est que si on a reporté et on a fait une deuxième lecture, c'est que nous, on était dans le vrai. C'est-à-dire que quand nous disions... On va revenir sur cette deuxième lecture-là. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Mais par rapport au tollé général que cette nouvelle constitution a suscité, vous avez vu que depuis que cette nouvelle constitution a été adoptée, le pays... Tout le monde retient ça, sa respiration. Parce que les leaders politiques ont été chassés dans le ciel pour faire des conférences de presse. Ce qui est regrettable. Oui, aussi, on annonce des manifestations pour 3 jours. D'autres initiatives se prennent. Le pays retourne encore sous les tensions, monsieur Deritama. Je vais vous donner mon opinion, c'est que c'est un gâchis. Parce que pour moi, nous étions partis quand même pour une période de tranquillité, de stabilité, peut-être jusqu'en 2030. C'est pour ça que je faisais ma bouche en disant sur l'homme de 2030. Pour moi, nous étions vraiment partis pour une période de stabilité. Vous avez changé de rêve? Oh là, c'est fini là. Si le texte passe, il n'y a plus de président. Il n'y a plus de président. Donc, honnêtement, pour moi, c'est un vrai gâchis parce que déjà, les Togolais croulent sous beaucoup de problèmes. La vie chère. L'essence coûte quand même 700 francs. Le gaz coûte 9 000 francs alors qu'il coûte 5 000 francs au Bénin ici. On a fait des concours dont on n'a jamais proclamé les résultats. Aujourd'hui, on a de grosses pénuries d'électricité. Toute l'activité économique est pénalisée par les coupures d'électricité qui peut parfois faire 7, 8, 9 heures dans la journée. Vous imaginez ce que ça a comme impact sur les activités économiques. Donc, pour moi, c'est qu'on n'avait pas besoin de ça. Et là, c'est arrivé. On est obligé de faire face. Donc, oui, pour moi, c'est un gros gâchis. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que pour certains, il faut retirer purement, simplement le texte dans le circuit. Vous avez lu notre communiqué, on a dit qu'il faut retirer le texte, expérimenter la constitution modifiée le 15 mai, sur 10, 15, 20 ans. Et en ce moment-là, après, on pourra faire le bilan. Il faut retirer le texte tout simplement, expérimenter, et on fera le bilan plus tard. Nous, notre propos là-dessus, c'est pour ça tout à l'heure quand on parlait de vous, je vous dis, il faut tenir compte de la position du parti. Les députés peuvent avoir des positions clivantes, il n'y a pas de souci, mais la position du parti, c'est que ce texte n'est pas une bonne chose pour nous. Il faut retirer. Vous l'avez aussi appris que des responsables de la DMK sont envoyés en prison par rapport à cette toujours actualité des manifestations qui s'annoncent pour 3 jours, les 11, 12 et 13 avril prochains. Deritama, au niveau du net, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce qui se passe? Je le dis, je le regrette. On n'avait plus vu depuis plusieurs années les arrestations d'acteurs politiques pour quoi que ce soit. Est-ce qu'on avait besoin de ça, honnêtement? Donc, je condamne bien entendu ces arrestations. Je demande la mise en libération rapide
Hein, parce qu'on ne va pas revenir à des choses qu'on a connues par le passé, qu'on pensait être derrière nous. Il y a des partis qui ont appelé à des manifestations. Je considère que la liberté de manifestation est un droit consacré. Donc on laisse les gens manifester, exprimer leur position, dans le respect bien entendu des lois de la République. Nous ne sommes pas à ce niveau. Il y a un travail qui se fait à l'Assemblée nationale. Mais je crois que le mieux pour éviter toutes ces tensions, on a trop de problèmes. Le mieux, c'est de retirer le texte, tout simplement. Tout simplement. Parce que la finalité de ces consultations, c'est que l'Assemblée nationale va synthétiser le rapport et de tout ce qu'il a eu à écouter sur le terrain. Mais une seconde relecture est annoncée. Le chef de l'État vous a quand même recommandé. Que doit-on attendre de cette seconde relecture? Le net fera cette fois-ci peser quand même son poids pour le retrait de ce nouveau test. Madame, monsieur, on marque la pause et on revient avec notre invité, monsieur Djeri Tama, président national du net, président du groupe parlementaire net PDP à l'Assemblée nationale. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Je suis une étoile, fière d'appartenir au monde nouveau. Que ce soit ici ou ailleurs, je veux briller. Je suis la preuve d'une jeunesse qui casse les codes. Une jeunesse pleine d'ambition. Une jeunesse branchée, ultra connectée et pour qui rien n'est impossible. Je suis un symbole de sagesse, une inspiration pour toute une génération. Si tu entends cette voix, alors tu as reçu l'appel. Franchis le cap et rejoins le monde nouveau. Ose viser loin, ose la différence, ose Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Nous sommes à la première minute du match pour la première place de Première Ligue. Et c'est bien joué avec cette ouverture du numéro 1 qui lance en profondeur le numéro 1 qui centre en retrait avec la reprise en première intention et but! Quelle magnifique action entre le numéro 1 et le numéro 1 qui marque son premier but de la saison. Vivez la Première Ligue, le championnat numéro 1 en exclusivité avec Canal+. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao? Comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, hein? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'internet illimité. Les moustiques tuent. Les cafards et les termites sont de vrais casse-têtes. Voulez-vous être en bonne santé et vivre sereinement chez vous? Vite, trouvez l'insecticide Fatala. Pour tous vos dérangements liés aux insectes, moustiques, cafards, mouches et termites, l'insecticide Fatala est votre solution. L'insecticide Fatala se trouve au grand marché de Lomé et dans toutes les surfaces de vente. Vous y trouverez l'insecticide Fatala en aérosol et en spirale. Insecticide Fatala, l'allié de votre épanouissement. La 3e édition du festival La Marmite FESMA vous invite à sa table du 15 au 20 mai 2024 sur l'esplanade du Palais des Congrès. Vous êtes un inconditionnel des mets du terroir, un nostalgique des plats de votre enfance, vous voulez voyager à travers la cuisine africaine?
Rendez-vous à la 3e édition du FESMA sur l'esplanade du Palais des Congrès. Le FESMA, c'est aussi un cadre inédit de promotion du consommé local et une opportunité d'affaires. Au programme, foire, dégustation de mets, ateliers de cuisine et compétitions culinaires, défilés de mode, concerts, colloques et tables rondes. Une ambiance quotidienne entretenue sur le site. Le FESMA, c'est du 15 au 20 mai sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. FESMA, de la ferme à l'assiette. Infoline 99 04 20 09 79 94 77 91. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, 6 cavis, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Victoire FM. Audi Actu retour en studio avec notre invité, M. Djeri Tama, président national du parti Nouvel Engagement Togolais. Il est également président du groupe parlementaire NET PDP à l'Assemblée nationale. Nous revenons sur les coulisses du vote de la nouvelle constitution de la nuit du 25 au 26 mars dernier avec ses implications. Monsieur Djeri Tama, une seconde relecture est annoncée à l'Assemblée nationale. Et comment ça va se faire et quelle sera la position cette fois-ci du NET? Non, ça va suivre le même cheminement. Ça va repasser à la commission des lois et puis après ça passe en plénière. Non, la position du NET n'a jamais varié. On vient de la donner tout à l'heure. Donc, nous demandons le retrait du texte. Nous demandons qu'on fasse les élections législatives et régionales. Et ensuite, si éventuellement ce texte doit revenir, ça va être dans 10-15 ans. Bon, ça, c'est notre position, mais il ne vous échappe pas quand même que nous sommes que 3 à l'Assemblée nationale et qu'on a juste besoin de 113 Vous êtes députés. 3, mais au cas où ce texte serait adopté, quel sera l'avenir du NET? Mais comment l'avenir du NET? On a une élection qui est devant, on va participer à l'élection. Je rappelle que on avait une constitution qui ne limitait pas des mandats quand nous sommes entrés en politique en 2012 et qu'on a participé aux élections quand même de 2012 jusqu'en 2018. Et on a limité les mandats en 2019. Donc, ça ne met pas un terme à notre engagement politique. Ce que je veux dire aux auditeurs, c'est qu'au-delà du côté du caractère peut-être impopulaire, c'est que pour le moment, malheureusement, la procédure qu'elle a n'a absolument rien d'illégal. Malheureusement. Ah bon? Non, la procédure n'a absolument rien d'illégal. Vous prenez l'article 144, on vous dit il faut un cinquième des députés. Ils ont eu un cinquième, introduisent une proposition de révision et de modification. Sur la modification, on ne précise nulle part que si éventuellement... Quand le chef de l'État vous demande d'aller consulter les populations... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... De recevoir les consultations des acteurs politiques. À ce moment, je veux dire que... Où se trouve votre pouvoir législatif? Je veux dire que par rapport à la procédure, il n'y a rien d'illégal. On peut parler de légitimité, peut-être éventuellement des députés qui sont là aujourd'hui, même si la Constitution n'est pas très claire là-dessus, mais il n'y a rien d'illégal. Maintenant, après, il y a l'esprit et la loi. La loi, elle est sans aucun doute du côté de ceux qui ont la majorité qualifiée aujourd'hui, mais l'esprit, elle est sans aucun doute du côté du peuple. Et aujourd'hui, quand vous prenez tout ce que tout le monde dit, on dit c'est pas quelque chose qui est utile. Maintenant, vous parlez des consultations. Moi, ce qui me gêne, c'est que l'opération qui a été faite hier et aujourd'hui, c'est les chefs cantons et les groupes organisés. Qui sont-ils réellement? Moi, je ne sais pas qui est le groupe organisé. C'est la première fois que j'entends ce mot-là de groupe organisé. Mais qui dit des partis politiques? Qui dit de la société civile? Qui dit des religieux? Le Conseil des évêques du Togo a été le premier va demander la non-promulgation de la loi. Les évêques aussi ont même la conférence demandé à rencontrer le chef de l'État et ont demandé le retrait pur et simple du texte. Donc, aujourd'hui, quand on dit qu'on a rencontré les chefs de canton et les corps organisés, est-ce que c'est représentatif de la population togolaise? Moi, j'en doute. Donc, aujourd'hui, il est question de se poser la question de savoir
ben, est-ce que ce que le chef de l'État a demandé, est-ce que ce que les députés font entre hier et aujourd'hui respecte ce qui a été demandé? Parce que si vous ne rencontrez pas les acteurs politiques dans leur globalité, vous ne rencontrez pas la société civile, vous ne rencontrez pas les religieux du pays, ben, vous ne rencontrez pas les associations, vous ne rencontrez pas même, pourquoi pas les opérateurs économiques. Parce que quel que soit ce qu'on met, ça aura un impact. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a fait une consultation large. Honnêtement, je n'imagine pas en vue d'une constitution qu'on fasse en 2 jours une consultation qui puisse donner... Quand même. Mais en écoutant les acteurs rencontrés, chacun se dit qu'après les explications, le test serait bon. Ne tendons pas vers un référendum qui sera couplé aux législatives et régionales. Nous avons dit, à défaut de retirer le texte, ben, allons à un référendum. Au moins, on aura quand même une certaine assise. Parce que ben, c'est vrai qu'on dit les députés sont des représentants, mais les députés ne se substituent pas à la population. C'est pour ça qu'on parle de référendum. Donc pour moi, je pense que l'une des conditions qui pourra faire que ma position par rapport au texte change, c'est si éventuellement on décide d'aller au référendum. Parce que si on va au référendum, au moins en ce moment-là, on laisse la souveraineté populaire s'exprimer. Mais si on n'a quasiment pas fait de consultation, on n'a pas associé l'ensemble des Togolais, et que les 4/5 uniquement des députés votent, c'est que vous imaginez la conscience de 92, c'était 98% de la population. Oui, par référendum. Par référendum, tout le monde était d'accord, même si ça a été charcuté un peu après, mais au moins c'était une nouvelle république, la 4e république, votée à 98% de la population. Pourquoi on ne peut pas le faire cette fois-ci? Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi on va le faire dans la précipitation? 2 jours, vous imaginez, 2 jours pour rencontrer l'ensemble des Togolais. Pour moi, c'est portion comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord à présent que ce que le peuple dit, que vous ne tenez pas compte de leurs préoccupations, cette 6e législature? Bon, moi, je pense qu'avec une 40aine d'interpellations, j'ai fait ce que je pouvais avec ma minorité à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que la redevabilité n'est pas le fort des acteurs politiques togolais. On ne retourne pas suffisamment sur le terrain, on ne rend pas suffisamment compte. Ça commence par le gouvernement et ça va jusqu'aux députés. Ok, on va permettre à ceux-là qui nous suivent actuellement de réagir et de participer à ce débat via le 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous. Vos questions à l'honorable Djiri Tama, président du NET, et on prend Waris qui nous appelle depuis Azam. Bonjour Waris. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Je dis bonjour à l'honorable député. Bonjour Waris. Et l'honorable Tama. Bon, monsieur Gidas, j'ai un petit souci pour vous capter. Bon, je n'ai pas suivi l'intervention de mon président. Mais je sais que je connais déjà la position du NET sur l'actualité. La position du NET est telle aujourd'hui. Et vous voyez, je pense que nous devons expérimenter la modification de la constitution qui a été faite en 2019 au niveau de en limitant le mandat. Il va falloir qu'au moins on les rencontre. Les mêmes personnes nous applaudissent aujourd'hui reviennent. C'est autre chose. Donc je vais poser comme question. Est-ce que les 3 jours de tournée 2 jours seulement, c'est 2 jours. Allô Waris? Je permettre d'atteindre les travaux stratégiques et pas du fait commune que nous avons aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup à vous Waris. Derrière vous, c'est M. Noukounou. Bonjour M. Noukounou. Bonjour à vous, bonjour. Monsieur Noukounou, bonjour. D'abord, je voudrais dire au président directement qu'il a semblé convaincant dans sa position. Mais je me demandais, est-ce que c'est une stratégie, un langage politique, ou bien c'est dans une forme de sincérité en tant que citoyen et patriote ayant un rêve pour son pays. Bon, de deux, vous savez, nous aussi également, nous sommes des
des leaders d'opinion et nous recueillons les avis des gens. Oui. Et il y en a beaucoup de citoyens qui s'interrogent et se demandent est-ce que cette démarche-là, la France ne serait pas derrière cette démarche et que c'est elle qui pousse, qui cautionne. Et c'est pourquoi le parti Studio Graison écoute les propos du ministre Barra sur RFI qui se montre intransigeant. Donc les gens se posent cette question parce qu'ils se disent que la France fait tout pour avoir pour garder au regard des difficultés qu'elle commence à avoir dans l'Afrique. Donc elle fait tout pour conserver certains. Donc du coup c'est pourquoi elle cautionne. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que des gens nous posent comme question. Donc je voudrais avoir en tant qu'acteur politique engagé, on voudrait avoir votre opinion là-dessus. Merci beaucoup à vous. Monsieur Gado, bonjour. Allô? Bonjour. C'est Monsieur Gado. Oui, vous êtes en ligne, Monsieur Gado. Oui, bonjour, Président. Bonjour, Monsieur Gado. Oh, Président, la route de la présidence vous échappe. C'est triste. Vous voyez, moi je crois que l'UNI a vu que l'opposition veut aller aux élections. C'est pourquoi l'UNI veut tout faire pour voter cette loi d'abord. Mais comme le peuple est debout, le président est obligé de leur retirer le texte. C'est pas bien. Pourquoi l'UNI ne veut pas la paix sociale à ce pays? Mon président, à qui profite le crime? Merci, bonne journée. Ok, bonne journée à vous, monsieur Gado. On prend l'autre intervenant, c'est monsieur, on va prendre Noé. Noé, bonjour. Bonjour, monsieur. Et moi, je voulais d'abord dire que si la grâce politique de l'opposition ne réagit pas le 10 juillet de 2005, ça ne peut pas aller parce que au décès du président, il y a demain. Et la commission ne peut pas suspendue. La gestion ne peut pas être en place. Mais l'armée a pris, on a suivi que le ministre de l'Union de l'Industrie, le président, contre la loi du pays. Et il s'est retourné à l'Assemblée pour casser certains articles qui vont lui permettre de devenir député et président de la République. Il a manifesté jusqu'à le 19 février, il a démissionné. Et il a dit que papa a dit de ne pas laisser le pouvoir. Il dit qu'il faut le résoudre. Parce qu'ici, ils sont prêts à tout pour que le pouvoir ne quitte pas. C'est-à-dire prêts à tout, ça veut dire que même s'il faut aller en guerre au Togo, ils sont prêts. Et le président Trima, il a dit ceux qui veulent le pouvoir ne peuvent prendre les armes. Et je vais d'abord dire que nous faut aussi accrocher va aller jusqu'au bout. Ce sont des propos, c'est-à-dire durs, extrémistes. Donc, les meetings de 2005, s'il n'y a pas résolu au Togo, ou fort dit que papa a dit de ne pas laisser le pouvoir, on ne peut pas s'en sortir. De toute façon, on fait des lois. Et maintenant, on permet à un chef militaire d'être comme l'arbitre. Okay. Et maintenant, le gouvernement va être formé par les civils politiques et il veille à ce que chacun fasse son travail où il va aller répondre devant la loi. Merci beaucoup. Sinon, les partis politiques, c'est leur intérêt. Ok. Merci beaucoup à vous, Noé. On prend le dernier, c'est Basile. Bonjour, Basile. Oui, comment vous allez? Ça va bien, Basile? Oui, salut, évidemment. Bonjour, monsieur Basile. Oui. Bon, c'est pour lui dire que je l'ai suivi un peu partout. Aujourd'hui, il clame sa bonne foi aux côtés du peuple. Bon, c'était un truc qu'il devait faire avant. Et quand cet appel quand le président avait commencé, il était au papier du prétoire là-bas, il disait que, ouais, il devait commencer à parler là-bas. Mais nous, on sait que c'est une machination. Mais si c'est aujourd'hui qu'après le vote, il nous dit, moi je le crois. Mais d'autres peuvent dire que c'est le médecin après la mort. Je le lui concède. Qu'est-ce que moi je leur dis? Pourquoi une constitution qu'on va changer? On touche l'article 59 qui a changé le mandat du président, qui doit être obligatoirement un référendum. Mais lui-même, je le suivais hier, quelque part, il dit que non, les 4 cinquièmes sont valables. Non. Les 4 cinquièmes ne sont pas valables. L'article 59 n'a pas prévu ça. Et de deux, il n'y a pas eu une élection en 2000 que le président a pris pour changer la constitution. C'est en 2002 que l'élection a eu lieu. Il était superviseur. Donc il ne faut pas que quand vous venez, si vous ne connaissez pas, vous nous demandez. On va vous dire. C'est en 2002. Vers octobre. Et moi, je suis superviseur quelque part. Et c'est la même année, en décembre, qu'ils ont utilisé pour sodomiser de la Constitution. Donc, je m'arrête là-bas. Mais il ne faut pas venir nous dire
ce que vous ne connaissez pas. Ok. Je vous remercie. On vous remercie aussi, Basile. Merci. C'est fini pour les réactions téléphoniques. On va aller rapidement avec les préoccupations. Le premier, c'est Waris qui nous a appelé depuis à Zaou. Selon lui, on devait expérimenter d'abord la modification intervenue le 15 mai 2019 qui faisait les élections à 2 tours, la limitation du nombre de mandats à 2 aussi. Mais son inquiétude de savoir est-ce que les 2 jours suffiseront-ils pour sillonner les 39 préfectures et les 117 communes pour recueillir les préoccupations majeures des populations afin de parfaire le test? Non, moi je pense que d'abord c'est pas suffisant. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'autres entités qui n'ont pas prises en compte. Voilà, peut-être que leur tour viendra. J'en sais rien. Donc pour moi aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, c'est-à-dire qu'on a déjà adopté le texte, on demande aux gens leur avis pour éventuellement améliorer. L'idéal aurait été d'abord qu'on demande aux gens leur avis avant de proposer quelque chose. Peut-être que à l'époque, les gens vous auraient dit, écoutez, nous sommes satisfaits de la constitution telle qu'elle est. Là, c'est que si aujourd'hui on voit les gens disent qu'ils veulent pas, est-ce qu'on va venir changer? Ok. Pour Monsieur Nkounou, veut savoir si ce que vous dites ce matin vient quand même au fond de votre cœur, c'est un langage politique que vous tenez, ou bien vous êtes sincère envers vous-même. Il faut savoir concrètement si le médicament parle avec en fait, le cœur. En réalité, dans la matinée du 25, ce que nous disons aujourd'hui, nous l'avons dit avant d'aller au vote. C'est pour ça, les gens ne sont pas forcément obligés de la savoir. Mais avant d'aller au vote, nous avions dit, nous ne voterons pas le texte pour les raisons que j'ai évoquées aujourd'hui. C'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être que les gens ne savent pas, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Nous l'avions dit avant même d'aller le jour. Nous n'avons pas même dit après. Nous l'avons dit avant en disant voilà ce que nous allons faire dans la salle. Voilà. Mais lui veut savoir, est-ce que la France serait derrière? Parce que pour le ministre Gilbert Bawara, ces consultations, ce n'est pas pour retirer le test. Oui, mais le ministre Gilbert Bawara l'a dit. Ça fait partie des choses qui font que la porte semble fermée. Parce que, en fait, si la porte était ouverte pour voir s'il y a d'autres issues, d'accord, mais là on a dit, écoutez, le texte sera voté, apporter des apports. Si par exemple quelqu'un contre le régime parlementaire, c'est fini, ça veut dire qu'il n'a pas quoi que ce soit à dire. Ok, pour M. Gado, il faut qu'on instaure la paix dans ce pays, mais il doute encore, et la route de la présidentielle vous serez fermée en 2030 si ce test est adopté. Mais sa question, à qui profite ce bras de fer aujourd'hui? Si le texte il passe, ça profite à ceux qui ont introduit le texte. Ça profite à ceux qui ont introduit le texte, tout simplement. Pour Noé, en 2005, ce qu'on a suivi, c'est ça qui nous suit jusqu'à aujourd'hui, parce que au lendemain du décès du président Gnassingbé Eyadema, l'arrivée du chef de l'État actuel n'a pas respecté les tests. Il s'est fait député après le président de la République a démissionné dans la foulée avec ce slogan qui revient Papa nous a dit de ne pas laisser le pouvoir. Donc, pour Noé, c'est une confiscation de pouvoir qui se dessine avec cette nouvelle constitution qui se... C'est une opinion qui peut se tenir à partir du moment où nous avons un parti qui est au pouvoir depuis maintenant de nombreuses années. On peut parler de confiscation du pouvoir. Du moment où l'alternance dont tout le monde aimerait voir, n'arrive toujours pas. Oui, on peut parler raisonnement de confiscation de pouvoir. Pour Basile, lui revient aussi sur la bonne foi de M. Djeri Tama, qui aujourd'hui se dit être du côté du peuple. Mais pour lui vous comprend. Mais est-ce que le peuple peut vous comprendre si ce n'est pas le médecin après la mort que vous faites? Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Le texte... Le jour du vote, nous avons donné notre position. Et vous, en tant que journaliste, vous avez vu cette position-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On n'aurait pas donné notre position qu'aujourd'hui, ce qu'on dirait, on dirait, c'est médecin après la mort. Mais après le vote, pourquoi le 26 mars, comme les choses ne sont pas bien passées à l'Assemblée comme vous le souhaiteriez, est-ce que ne pas revenir encore éclairer? Revenir, dis quoi? Tu es parti pour faire quelque chose, ça n'a pas marché. Tu reviens. Mais de toute façon, il ne faut pas que les gens se trompent. Il faut minimum 20 députés pour faire échec à l'adoption de ce texte. Nous sommes 3. Nous ne pouvions pas bloquer ce texte-là. Nous aurons eu un vote symbolique de 3, c'est ce que j'aurais souhaité, mais ce n'est pas les 3 qui auraient bloqué. Aujourd'hui, vous savez, même l'ensemble des députés de l'opposition font 14 à l'Assemblée nationale. Même si les 14 votent contre, le texte y passe. Donc, ce n'est pas nous. On aurait souhaité peut-être que l'ensemble de l'opposition fasse 20 ou 25. Et je peux aujourd'hui dire que c'est dommage aussi que nos camarades n'aient pas
participer aux élections en 2018. Mais c'est pas nous aujourd'hui, même tous les opposants peuvent décider à l'Assemblée nationale de voter contre le texte. Et parce que malheureusement, il y a beaucoup de partis de l'opposition qui sont plutôt favorables au texte. Donc il ne nous reste que les 3 petits députés du NET. Donc si on vous comprend bien, c'est pour le groupe, pour l'opposition à cette Assemblée nationale, c'est seulement les députés NET qui sont contre ce texte. Pour le moment, il n'y a que les députés NET qui sont contre le texte. En tout cas, ceux qui l'ont exprimé ouvertement, c'est les députés NET, oui. Bien sûr. Ok, parce qu'hier on a vu votre collègue du PDP à côté de Memouna-Tour pour la consultation dans le Golfe. Non, mais puisque lui, de toute façon, il fait partie des initiateurs. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, M. Diritama. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Togolais? Est-ce que tout ce que vous venez de nous dire, c'est de la bonne foi ou bien c'est politiquement que vous avez... Non, il n'y a pas de politiquement. Écoutez, si je voulais faire du politiquement, peut-être je serais parmi les gens qui sont en train de soutenir le texte. C'est beaucoup plus stratégique que ça. Non. Vous savez, je pense qu'en politique, il faut avoir des convictions. Nous avons toujours des convictions. C'est ça qui nous crée souvent des problèmes parce qu'on a l'impression que nous n'allons pas toujours dans le sens que certains veulent. 2 choses à dire ce matin, c'est d'encourager, continuer à encourager les autorités du pays à comprendre que ce texte crée un gros malaise dans le pays et qu'il vaut mieux le retirer dans le moment actuel. Le deuxième truc, c'est encourager tous les Togolais à continuer à cultiver les valeurs de paix. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit de perturbant. C'est vrai que ça peut déranger, ça peut peut-être même révolter certaines personnes, mais nous devons savoir raison garder et continuer à cultiver la paix pour notre pays. Merci beaucoup à vous, M. Diritama, président national du NET et président du groupe parlementaire NET PDP. Haïté Messan, c'est lui qui assure la mise en œuvre. Claudia Dino, la réalisation, le direct sur la page Facebook, c'est avec Kokou le Parisien. Merci à toutes et à tous. Bonne journée en compagnie de la chaîne de l'excellence.